Bienvenue dans Les Vraies Voix font parler la France. Bonsoir François-Louis Bourneau. Bonsoir Philippe, je suis très content de vous retrouver comme tous les soirs. Moi aussi très content, et puis vous savez, c'est la première soirée de tournoi Destination ce soir sur Sud Radio, juste après Les Vraies Voix font parler la France. Ce sera parti pour 4 heures de direct. Alors en direct du Stade de France, bien évidemment. Est-ce que vous allez regarder le match, vous ? Alors j'ai un dîner ce soir. Vous êtes tout le temps pris. Mais je le regarderai bien évidemment. Je l'écouterai déjà à la radio en allant à mon dîner, et ensuite je l'écouterai dans la voiture. Bien vous sûr. avez une petite oreillette pendant le dîner pour suivre avec François Trio et Daniel Herrero, ça serait bien, non ? Voilà. Ah, pourquoi pas. Match en direct avec l'équipe rugby de Sud Radio qui prendront soin de vous toute la soirée. Vous l'avez dit, 20h minuit, c'est quand même pas mal. Mais on va commencer par un autre sujet. Un sujet que vous nous avez suggéré une fois de plus. D'ailleurs, si vous voulez faire pareil, c'est jeparticipe@sudradio.fr. C'est très simple. Le travail paye-t-il mal ? 77% des Français, vous êtes peut-être concernés, estiment que le travail ne paie plus suffisamment en France. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Est-ce que justement vous ressentez que vous n'êtes pas assez payé ? Est-ce que c'est dur à la fin du mois ? Dites-le nous, 0826 300 300. Et puis un autre sujet, les bornes de recharge, Philippe David, électriques sont de plus en plus pillées par les voleurs de cuivre. Vous savez combien ça vaut une tonne de cuivre aujourd'hui ? Je sais pas. Ça vaut 12 000 €. Ah oui. Voilà. Et donc c'est un vrai problème, et on aura un invité ça fait beaucoup d'argent, qui sera là pour en parler, Alain Roland, qui est président des métiers de la recharge de Mobiliance, qui sera là pour en parler avec nous. Et qui a décidé de nous alerter dessus. Et évidemment, quel que soit le sujet dont vous avez envie de parler, Zach prendra vos appels au standard. Et toutes les opinions et toutes les suggestions sont les bienvenues. Absolument. Le travail paye-t-il mal ? C'est la question que vous nous avez suggérée et qu'on vous pose. On a Corinne de Bayonne. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Angui et Tori, comme vous êtes de Bayonne. Angui et Tori, c'est ça, exactement. Alors je vous le dirai pas en basque, Corinne, mais est-ce que vous faites partie de ces 77% des Français qui estiment que le travail ne paie plus en France ? Absolument. Je pense que oui, c'est sûr que, en fait, c'est même plus un ressenti maintenant. Je pense que c'est très factuel. Mais de mon point de vue, il y a deux sujets. En fait, il y a effectivement le travail qui ne paye plus, la smicardisation de la France. Je pense que ça, c'est maintenant, avec les aides aux entreprises pour les bas salaires. Du coup, maintenant, on se retrouve avec beaucoup de gens au SMIC. Et en fait, avec 1 426 €, on peut pas vivre. Et il y a surtout, pour ceux qui gagnent plus, tout le reste qui a beaucoup augmenté. Donc du coup, en fait, même si vous gagnez, moi mon compagnon gagne bien sa vie, mais en fait, quand il y a tout ce qu'il y a à payer, l'électricité, les courses, on s'en sort plus. Donc en fait, je pense qu'il y a double sujet, quoi. Est-ce que, alors, vous avez toujours vécu à Bayonne, ou parce que à Bayonne, l'immobilier est pas au prix de Paris, mais c'est quand même pas la ville la moins chère de France. On sera tous d'accord. C'est pas hors de prix, mais il y a quand même des villes nettement moins. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Enfin, c'est cher, c'est cher, mais c'est pas au niveau de Paris quand même, par exemple. Mais c'est par exemple beaucoup moins cher que d'autres villes de taille équivalente en France. Et les gens se plaignent dans votre entourage de dire maintenant, même en travaillant, on s'en sort plus. Ah mais oui, de toute façon, moi j'ai 3 filles qui vivent, elles ont des enfants, etc. C'est pareil pour les loger. Heureusement que j'ai réussi à leur trouver des appartements et qu'en fait ils peuvent pas. En fait, si vous voulez, à l'heure actuelle, tellement les prix sont élevés, c'est que quand vous avez, moi ma fille par exemple, j'ai une fille, elle a une petite fille, ils aimeraient bien plus grand, mais ils peuvent pas, parce que là déjà à l'heure actuelle, c'est pour une maison, ils sont déjà à plus de 1 000 €. Ah oui. Donc en fait, à Bayonne. Alors non, ils sont à Asquin, qui sont qui est déjà plus dans les terres, oui. Oui, mais bon, c'est dans les terres. C'est très joli, Asquin. Alors, oui, absolument. Et pour être très clair, moi j'habite à Bayonne dans le centre-ville. Oui. Je travaillais dans l'immobilier. Avant le Covid, un T3 c'était 750 €. Après le Covid, on est à 1 000 €. Et comment expliquer Alors moi, certains me disent que c'est notamment le Covid a fait que beaucoup de Basques, par exemple, sont passés en télétravail et sont allés vivre à Bayonne, à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, à Asquin et à Espelette. Il y a beaucoup de Parisiens surtout, oui. Il y a beaucoup de Parisiens de Bordelais qui sont venus s'inscrire. Non mais c'est vrai. Alors moi, j'ai pas de souci avec ça en fait. En vrai, je dis ça en rigolant parce que c'est une boutade. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que post-Covid, quand les gens sont sortis du confinement, tellement ils étaient traumatisés, il y a beaucoup de gens qui sont partis au bord de la mer, donc dont chez nous. Nous, on a eu 10 000 personnes qui sont venues s'installer. 10 000 juste après le Covid, oui. C'est énorme.
C'est énorme. Et du coup, ça a fait flamber les prix parce que les Parisiens qui vendaient leur appartement, mais moi je l'ai vu, avec des millions cash, ils arrivaient chez nous en disant moi j'ai connais des gens qui ont acheté une maison et en fait il y a des gens qui sont venus frapper à leur porte en disant moi je vous la rachète 900 000. Ils l'avaient acheté 600, ils ont dit ok, pas de souci. Mais bon voilà, donc du coup ça a fait monter les prix, sauf que ça n'a pas baissé. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'inflation. Enfin, ça s'est envolé à cause, je vous dis, les gens ont fui les villes tellement ils ont été traumatisés. Et je l'entends. Moi, j'étais dans un appartement, ça m'a traumatisé aussi. Oui. Mais en fait, le problème, c'est que ça fait flamber les prix. Mais ça s'est régulé depuis. Mais sauf que depuis 1 an et demi, on a mis l'encadrement des loyers au Pays Basque, obligatoirement. D'accord, ah oui, c'est quand même un vrai sujet. Corinne, restez avec nous, Corinne, on va vous reprendre, pas de souci. On a Benoît de Limoges. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. J'ai envie de vous poser cette question un peu cash, mais est-ce que vous avez déjà eu l'impression de travailler peut-être un peu pour rien? Est-ce que vous faites partie de ces Français qui estiment que le travail ne paye plus? Alors, je fais partie de ces Français qui pensent que le travail est très important pour plein de choses, mais qui ne payent effectivement plus assez par rapport à par rapport à notre pouvoir d'achat. D'accord. Et Limoges, alors on entendait Corinne de Bayonne, Limoges, c'est pas la ville la plus chère de France, théoriquement c'est une ville que vous connaissez bien, François Louis, à ce que je sache. Bien sûr. Et ça vaut pas très cher. Oui. C'est vrai, Limoges est une des villes les plus agréables de France d'ailleurs, mais pas hyper chère. Mais alors moi je suis pas spécialement vieux, mais j'ai toujours tendance à convertir en francs, vu que j'ai connu le franc. Je vais vous prendre un exemple tout con. En 2000, j'étais cuisinier, je touchais 5600 francs, donc c'est-à-dire à peu près 850 €, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, alors j'avais pas d'enfants, c'est un fait, mais j'avais une voiture, un appart, je partais assez régulièrement en vacances, je faisais quand même souvent des soirées, des restos, des choses comme ça. Aujourd'hui, je touche un peu plus du double. Et c'est quand même vachement plus compliqué de se faire plaisir et de consommer, ce qui est quand même dommage parce que je pense que c'est quand même là là où on c'est le a principe. moyen de... Oui, c'est le principe. C'est qu'on travaille pour gagner de l'argent, évidemment pour vivre, se nourrir, se vêtir, manger, mais se faire plaisir, se payer des vacances, aller au ciné, au resto, voilà quoi. Et puis plus on vieillit, plus on se dit on est censé évoluer aussi bien professionnellement qu'en termes de pouvoir d'achat. Ouais. Et effectivement, le salaire augmente, mais pas aussi vite que les dépenses. Et quand on voit nos factures, par exemple des taxes sur les taxes, pour l'électricité, l'essence par exemple, parce qu'il y a quand même des taxes sur les taxes, moi je trouve ça quand même une facture d'électricité, c'est emblématique de la taxation de tout. Là, quand on regarde sa facture de courant, c'est délirant. Pour un pays qui avait tout basé sur l'énergie nucléaire, histoire de pouvoir être compétitif en tout point. Je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois par rapport aux éoliennes et tout ça. Mais moi, je trouve ça assez exceptionnel quand même que notre pays se délite. Et en plus, on paye de plus en plus d'impôts, de taxes en tout genre pour avoir des services publics qui sont plus à la hauteur d'il y a 20-30 ans. Alors, donc, c'est compliqué. On a mis le cap au nord de Bayonne, à Limoges, et on met le cap encore plus au nord, là, François-Louis. On va partir du côté de Paris avec Fabrice. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir à tous. Alors vous, là, à Paris, le prix de l'immobilier, c'est vraiment plein pot, on va dire ça comme ça, par rapport à Bayonne ou à Limoges. Là, il n'y a pas photo. Et quand vous entendez Corinne et Benoît, vous, à Paris, vous faites le même constat. On n'arrive plus à vivre, même en gagnant mieux sa vie, parce que vu le prix de l'immobilier, notamment à Paris, les salaires sont théoriquement un peu plus élevés? Je pense qu'on le voit depuis plusieurs mois, pour pas dire années. Le coût de la vie a augmenté, c'est indéniable. Vous prenez le prix du panier moyen quand vous faites vos courses, il a doublé. Aujourd'hui, on ne peut que le constater. L'auditrice précédente disait qu'il y avait Corinne. 2 sujets. Moi, j'en rajoute. Oui, Corinne, voilà. Je rajouterai un troisième, c'est que malheureusement, plus ça va, plus on a une grande différence entre le salaire brut et le salaire net. Et le vrai problème, il est là. Aujourd'hui, moi j'ai eu la chance j'ai 53 ans, j'ai commencé à travailler, j'avais 22 ans. J'ai bossé, voilà, dans l'informatique. Je gagnais bien ma vie, j'ai eu 3 enfants. Voilà, mon job c'était de leur faire réussir leurs études, de les aider pour ça. Et aujourd'hui, la vie est plus compliquée. Je suis chef d'entreprise. J'aimerais pouvoir payer mes salariés bien mieux, mais quand je regarde le niveau de pression fiscale qu'on a, nous, au niveau de l'entreprise,
et les salariés aussi, forcément, il y a une inadéquation flagrante. Alors ça, c'est un vaste sujet qui me fait rebondir une chose qu'a dite Corinne et une autre chose qu'a dite Benoît. Mais je pense qu'on doit faire la pub là dans moins d'une minute. On va faire une très courte pause tout de suite parce que ce sujet m'a mis la puce à l'oreille. Et ça vous fait réagir aussi au 0826 300 300. Vous êtes nombreux à vouloir réagir sur ce chiffre. 77% des Français, je le rappelle, estiment que le travail ne paye plus ou surtout pas suffisamment quand on voit les dépenses. Si vous êtes d'accord avec ce chiffre, réagissez même si vous n'êtes pas d'accord. 0826 300 300. Comme Corinne, Benoît, Fabrice. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Voix font parler la France. Philippe David. Les vraies voix font parler la France. Est-ce que, comme 77% des Français, vous pensez que le travail ne paye pas assez, François-Louis Bourdeau? Vous êtes très nombreux à réagir, visiblement. C'est un sujet qui vous plaît. 0826 300 300, je le rappelle, si vous voulez prendre la parole. Nous sommes avec Fabrice de Paris. Rebonsoir Fabrice. Rebonsoir Fabrice. Et on a Serge d'Aix-en-Provence qui nous appelle. Bonsoir Serge. On a remis le cap au sud. Et bonsoir à tout le monde. Serge, bonsoir. Allez-y si vous voulez prendre la parole sur ce sujet. Bien sûr que le travail ne paie plus assez. On a toujours comparé les traitements sociaux comme excédentaires, les a comparés au travail, mais au lieu d'augmenter le travail, on a divisé les traitements sociaux. Donc on aurait mieux fait d'augmenter le travail. Le travailler, c'est un honneur, c'est la meilleure des choses pour chaque personne, quel que soit le travail. Donc on peut critiquer le social, mais le travail, c'est ce qui est très important. Et c'est normal que quelqu'un qui bosse, il gagne bien sa vie, il puisse bouffer, il puisse avoir une jolie voiture, il puisse profiter. Alors que maintenant, c'est de plus en plus difficile. Mais alors, restez avec nous, Serge. Il y a Corinne qui avait dit une chose très juste. Elle a dit, c'est la smicardisation de la France. Serge qui dit, quand on travaille, smicardisation de la France, c'était un terme de Bayrou. Il y a 20 ans, je crois que c'était la campagne présidentielle de 2002 ou 2007. De 2007, je crois. Donc ça date un peu, mais c'était une vérité. Comme on a un chef d'entreprise avec nous, Fabrice, vous dites... Vu les taxes, je veux pas augmenter mes salariés et les charges. Mais est-ce que le principal vecteur de bas salaire en France, c'est pas la remise Fillon? Parce que je le rappelle, sur un SMIC, vous payez 200 € de charges sociales, et si la personne est bonne mais que vous l'augmentez trop, après vous prenez le coup de bambou sur la tête. Est-ce qu'il faudrait pas tout remettre à plat? Corinne et après Fabrice et les autres, je vous laisse discuter. Corinne. C'est exactement ça. C'est qu'effectivement, les aides aux entreprises, c'est pour les bas salaires. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, mais c'est pas de la faute des patrons, en fait, parce que j'ai eu la chance. Non, mais c'est ça. En fait, moi, j'ai eu la chance de faire plusieurs forums BFM, vous savez, où on a parlé de ces sujets-là, où on a pris des fiches de salaire, où entre le super brut et ce qui reste, effectivement, il y a trop les charges patronales, elles sont exorbitantes. Et puis, il y a un sujet. Où va l'argent? Enfin, moi, je suis désolée. J'ai jamais eu de réponse. J'ai eu des députés en face de moi. J'ai essayé de leur poser la question. On ne m'a jamais répondu parce que, en fait, les patrons vous le disent. Ils vous disent, moi, j'aimerais payer mon salarié 2 000, 2 500 €. Mais comme vous l'avez dit, c'est le coup de bambou directement qui vous tombe dessus. Alors, donc, on fait comment? On va faire réagir Fabrice, qui est patron. Fabrice. Alors, tout à fait. Alors, juste pour vous reprendre, Philippe, vous disiez, je veux pas, c'est je peux pas. J'ai dit que vous pouvez pas, j'ai pas dit ça. Ah, pardon, excusez-moi. Non, effectivement, le problème, il est là. Bon, moi, je suis dans une activité où les gens qui interviennent dans ma société sont plutôt de niveau ingénieur. Oui, donc là, il n'y a pas de smicard. On n'est pas dans la notion de SMIC. Mais je voudrais quand même juste apporter un élément complémentaire. Et là encore, malheureusement, le gouvernement a encore tapé à côté en réduisant les aides pour les alternants. Oui, l'apprentissage notamment. Exactement. Nous, on prenait comme beaucoup des alternants parce qu'on croit aux jeunes et il faut qu'on aide les jeunes. On avait une aide qui était significative, qui nous aidait beaucoup justement pour pouvoir prendre des jeunes, les former et les accompagner dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, quand on veut prendre un alternant, le niveau d'aide a été énormément réduit. Oui. Et en fait, ça nous revient quasiment aussi cher que de prendre un salarié. Ce qui est fou. Ce qui est complètement débile. On va jamais pouvoir aider nos jeunes comme ça. On sait le mal qu'ont les jeunes à trouver des stages, à trouver de l'alternance,
Et ça ne va faire que s'accentuer puisque les sociétés vont maintenant regarder à deux fois avant de prendre un alternant. Oui. Et aujourd'hui, moi, quand je vois un salaire à 40, à 45 000 euros, c'est un très beau salaire. Donc on ne peut pas dire que les gens sont mal payés. Alors attention, je veux pas stigmatiser ou uniformiser, mais dans ma catégorie professionnelle, 45 000 euros, quand vous avez 3 ans d'expérience, c'est un très beau salaire. C'est un très beau salaire, c'est clair. Mais même ça, on a du mal parce que il y a aussi une politique au niveau des écoles de commerce ou d'ingénieurs à pousser les jeunes à demander plus. Voilà, ils font du dumping sur les salaires comme ça. Alors là, c'est pas du dumping, là c'est tiré à la baisse le dumping, là c'est tiré à la hausse. Hein. Ouais, pardon, excusez-moi. Ils font pour faire du bon français, du upgrading. Ouais, ils font du upgrading de valeur de salaire. Et ça devient insupportable. On aimerait tous pouvoir payer nos salariés ce qu'ils veulent, etc. Mais quand vous voyez les montants d'URSSAF que vous payez par mois. Quelqu'un que vous payez, vous dites à 45 000 euros brut, quelqu'un qui gagne, alors je parle pas de l'impôt sur le revenu parce qu'après ça dépend s'il est célibataire, en couple, etc. Mais quelqu'un que vous payez 4 000 euros net avant impôt, il vous en coûte 8 000 par mois pratiquement. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je passe l'inefficacité des URSSAF. Quand vous payez vos URSSAF et que vous avez souvent des décalages de montants, ça peut arriver, même mineurs, entre la déclaration faite par l'expert comptable et le montant de l'URSSAF demandé, en fait, ils vous font des saisies sur vos comptes. Oui. Nous, on a eu le cas où ils ont fait une saisie pour 100 euros d'écart. Oh là là. Ils ont saisi tout ce qu'il y avait sur le compte. Ah oui, effectivement. Et quand vous êtes à 5 jours du paiement des payes, je vous laisse juste imaginer le niveau de stress que vous, chef d'entreprise, vous prenez. Évidemment. On va faire réagir Benoît et Serge. Benoît de Limoges. Quand vous entendez Corinne, vous entendez Fabrice, vous êtes d'accord avec leur constat ? Je suis complètement d'accord. Corinne, elle a tout dit. Ça se résume en une chose, où passe l'argent. Et la deuxième, je suis assez d'accord. Alors moi, je suis issu de l'apprentissage, qui était quand même une chance pour moi. Et justement, c'est là où est le problème, c'est moi je mets pas la faute sur les petits patrons. Il y en a certainement qui jouent pas le jeu et tout ça, et c'est d'accord. Mais quand on voit ce que les TPE et PME sont taxés, alors que c'est quand même le premier employeur de France, c'est quand même honteux. Quand on voit la différence entre notre net brut et notre net à payer, c'est énorme aussi. Et j'entends bien je fais bien la part des choses entre les charges et les cotisations. J'apprécie le système français où c'est des cotisations, c'est un salaire différé en fait. Mais justement, je pense que cet argent est quand même assez mal dépensé. Surtout, j'en reviens, comment on voit l'état du service public en France. Le régalien est plus tenu, la santé, l'éducation, la justice, la police. On se demande tous où passe l'argent, hein. Et ce qui m'atterre en fait, c'est que, alors oui, je pense que la loi Fillon a fait du mal, et puis ce qui a aussi fait du mal, c'est cette idée que il fallait pas que la France soit industrielle, il fallait que ce soit une société de services et de tourisme. Oui. C'était la rhétorique de Serge Tchuruk, le patron de Alcatel à l'époque, qui voulait l'entreprise sans usine, dans les usines c'est sale, c'est dégoûtant, faut finir avec ça, quoi. Oui, mais le problème c'est qu'on n'est pas tous équipés pareil. Hein. Moi, par exemple, je suis en manœuvre. Moi, j'ai commencé en cuisine parce que je me voyais mal finir ingénieur, tout simplement. Et l'apprentissage a été une chance pour moi. Au final, maintenant, moi, je m'éclate dans complètement autre chose de ce que j'ai appris à la base, mais je suis compétent dans mon domaine et c'est pas ingénieur parce que j'ai pas les capacités d'être ingénieur. Mais on a tous nos capacités. Moi, je serais incapable d'être ingénieur, je vous l'avoue également. Voilà. Trop mauvais en maths, en physique. mais quand je vois que tous nos médecins, nos ingénieurs préfèrent partir ailleurs parce qu'on n'est pas foutu de les garder, ça me rend dingue en fait. Et quand je vois que la seule solution de nos députés, de nos sénateurs, parce que moi j'en ai déjà parlé aussi avec des députés, c'est tiens on va taxer. Non, alors l'idée c'est pas de faire des économies, c'est de taxer plus. Et quand on peut plus taxer, on va mettre des taxes sur les taxes. Benoît, on va faire réagir Serge pour conclure, parce que Serge, il est retraité, et il parlait des problèmes de pouvoir d'achat que le travail ne payait pas assez. On parle des déficits de retraite, mais c'est vrai que si le travail payait mieux et que plus de gens travaillaient, il y aurait plus d'argent pour les caisses de retraite et on pourrait mieux payer les retraités, non Serge ?
J'ai du mal à répondre parce que j'ai l'impression que c'est un problème de répartition, que certaines caisses de retraite fonctionnent bien et que certaines caisses de retraite sont déficitaires. Le problème, c'est que c'est toujours le privé qui paye pour le public. Et donc, il y a plus d'argent. Quand on parle au prix du travail, si je me rappelle, je commence à être un peu âgé, j'ai 73 ans. Quand j'ai commencé à travailler, je suis parti travailler en Allemagne pour être mieux payé. Oui. Travailler en Allemagne, j'ai gagné presque de double ce qu'on gagnait en France. Oui. Je suis allé travailler aux États-Unis. Aux États-Unis, quelqu'un qui travaille, il se débrouille très bien. C'est clair. Ça n'a rien à voir avec la France. Rien à voir. Tout le monde se plaint et les employeurs se plaignent. Mon père était employeur, il a payé ses ouvriers comme il pouvait. C'est vrai qu'il a toujours eu beaucoup de difficultés à payer, mais sa priorité, c'est de payer correctement ses salariés. Mais dans mon expérience professionnelle, avant d'être... je travaillais après dans le social. J'ai une formation de psycho. Mais j'ai travaillé dans tout un tas de domaines, et tous les domaines où j'ai travaillé, c'était pas très bien payé, et il fallait les faire lâcher les sous. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une crise de la répartition, c'est-à-dire qu'on va regarder en fin d'année les gains des grosses entreprises, les gains des finances, oui. Ça va encore augmenter, et quand vous regardez le pouvoir d'achat des gens, ça va encore diminuer. Et ça, c'est le point de vue des politiques. Mais je pense que. Mais je pense qu'il y a je pense qu'on serait tous d'accord qu'il faut refaire, comme on l'a dit souvent, un grand soir fiscal, une remise à plat complète du travail, de la fiscalité. Et à mon avis, celui ou celle qui passera en 2027 aura du pain sur la planche. Merci beaucoup à tous. Merci Corinne, Serge, Benoît, Fabrice. On va parler d'un autre sujet sur lequel vous nous avez alerté dans quelques instants. Absolument, Philippe. Les bornes de recharge électriques de plus en plus pillées par les voleurs de cuivre. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est complètement fou. Et puis on aura un invité, justement un spécialiste du sujet, Alain Roland, président des métiers de la recharge de Mobiliance. Ça sera juste après. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Demain, réveillez-vous avec Maxime Niedo dans le Grand Matin Sud Radio. Philippe David. Les vraies voix font parler la France, et après le travail qui ne paye pas assez, c'est ce que pensent 77% des Français, il y a un travail pas honnête qui a priori rapporte beaucoup d'argent, François-Louis Bourneau. Alors on fait du travail quand même, mais absolument prohibé, absolument malhonnête. Il y a un chiffre qui est sorti, pour 50 ou 80 euros de câbles volés, c'est 8000 euros de réparation pour les bornes électriques. Vous vous rendez compte ? C'est complètement fou. C'est énorme, quand on sait que justement les bornes électriques sont de plus en plus pillées en fait, justement pour la valeur du cuivre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 12 000 euros la tonne de cuivre. Ça fait des dégâts. Bonsoir Alain Roland. Bonsoir Alain Roland. Je le rappelle, vous êtes président des métiers de la recharge de Mobiliance. Vous êtes d'accord, vous confirmez que il y a de plus en plus de vols de câbles dans les bornes électriques. Et vous nous avez alerté là-dessus. Oui, ça s'est accéléré sur l'année 2025. Ça avait commencé dans un autre pays, l'Angleterre. Et très récemment, début décembre, on a eu une opération en Seine-et-Marne. Il y a eu environ une centaine de câbles qui ont été volés sur 25 sites. C'est ce qui a fait que chez Mobiliance, on a regroupé les opérateurs pour voir quelles pourraient être les éventuelles solutions. Voilà. Alors, justement, c'est quoi les impacts ? Bien sûr, vous perdez de l'argent puisqu'il faut réparer, ça anéantit la borne, l'utilisateur ne peut plus en servir. Mais est-ce qu'il y a d'autres pertes qui sont énormes pour vous derrière tout ça ? Alors en fait, quand on coupe un câble de station, pour le remplacer, il faut entre quelques jours, voire quelques semaines, en fonction des technologies. C'est vrai que le préjudice, pour remplacer un câble, ça coûte entre 1500 et 3000 euros le câble. Et donc quand on vient en couper comme ça un grand nombre, alors c'est vrai qu'on va récupérer, on parlait là de 12 euros le kilo ou de 12 000 euros la tonne. En fait, on est sur un gain pour ceux qui volent de quelques dizaines d'euros, là où pour l'opérateur, il y a à la fois une perte d'activité parce que notamment les syndicats d'énergie qui eux aussi ont des chargeurs, ils se retrouvent comme ils achètent, c'est un organisme public, donc ils achètent des équipements qui prennent parfois un peu plus de temps pour venir, et puis c'est très frustrant pour les utilisateurs qui ont besoin de se charger rapidement, de se retrouver de casser le nez sur une station. Voilà. Alors Alain, moi je me pose une question, comment est-ce qu'ils font pour voler les câbles ? Parce que c'est avant que que les câbles soient mis sous tension, parce que quand les câbles sont sous tension, c'est un peu dangereux. Oui, en fait, c'est que en général les vols se passent entre 21h et minuit.
Et puis ils regardent sur une application où sont les chargeurs rapides, parce que ça ne concerne que les chargeurs rapides, des gros câbles évidemment, puisque les chargeurs, il y en a encore, il y a pas loin de 120 000 points de charge en France qui n'ont pas de câble, tout but puisqu'il faut mettre le câble de sa voiture pour se charger. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on est sur des chargeurs très rapides qui sont dans des zones d'activité, c'est vrai qu'ils agissent très vite. Ça prend quelques secondes pour couper un câble. Mais quand il y a le courant dedans, c'est parce que un câble en cuivre, on le coupe pas avec du plastique, donc on le coupe avec du métal. Un métal, c'est conducteur, plus le cuivre qui est un excellent conducteur. Comment ils font ? En fait, c'est que quand il n'y a pas de voiture branchée et que il y a pas de courant qui passe, donc ils coupent très rapidement les câbles et puis ils s'en vont. Et c'est vrai que derrière, c'est un préjudice. Rien que sur la Seine-et-Marne, sur la centaine de câbles qui a été coupée, ça a coûté aux opérateurs pratiquement 200 000 euros en tout pour remettre les câbles. Il y en a quand même des solutions. Donc j'espère que vous me poserez la question sur les bonnes. Justement, les solutions qui sont peut-être testées en ce moment chez Mobiliance, parce qu'il faut bien sécuriser ces bornes. Il y en a de plus en plus. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous trouvez comme solution ou qu'est-ce que vous êtes en train de mettre au point ? Alors on a quatre grandes solutions. La première, c'était de mettre des câbles avec ce qu'on appelle du Kevlar. C'est un matériau qui est très solide, qui fait que pour couper un câble, ça prend par exemple. Oui, ou l'aéronautique. Oui, ça a été testé au Portugal et ça marche quand même un peu, mais il faut 3-4 minutes pour couper un câble, mais ça n'empêche pas de le couper complètement. Ensuite, il y avait le changement de matériau, comme disait Philippe, passer du cuivre à l'aluminium, mais sur les câbles, les chargeurs ultra rapides, ça marche pas. Oui. Après, en Angleterre, ils ont testé des liquides ADN dans le câble, comme sur les billets de banque. Oui. Donc ça reste sur la peau des voleurs. Mais bon, ça c'est quelque chose encore qui est assez lointain pour nous. Et puis enfin, on a travaillé beaucoup sur la remontée des alarmes. Donc on a des dispositifs qu'on a commencé à mettre en place, qui ont porté leurs fruits puisqu'on a arrêté le 30 janvier, on a fait un communiqué, on a arrêté les premiers délinquants là-dessus. Donc c'est plutôt une coordination avec les forces de l'ordre entre le moment où on coupe un câble et qu'on arrive quand même à détecter que c'est ça. Et puis quand ça se multiplie, les forces de l'ordre se manifestent et arrêtent les brigands. Voilà. Mais il y a quand même une chose après, c'est le revendre. C'est qui les receleurs ? Parce que après, le recel, c'est aussi condamné par la loi. Faut-il le rappeler, hein ? Alors ça, c'est du domaine de la police nationale et gendarmerie qu'on a rencontré à la préfecture de Seine-et-Marne, qui nous ont expliqué qu'effectivement, il y a des filières derrière que nous, en tant que Mobiliance, on ne maîtrise pas, mais on sait que ça va partir dans des pays étrangers. Et nous, ce qu'on s'est quand même limité à faire au départ, enfin pas limité, c'est qu'on a cherché des solutions immédiates, puisque ça se répète de plus en plus, c'est partout en France. Et puis comme le gouvernement souhaite qu'on mette 400 000 points de charge d'ici 2030, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions qui soient innovantes et intelligentes. La première immédiate, c'est que on a mis en place un système qui centralise les problèmes, et donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite pour prévenir les forces de l'ordre. Et puis après, ils ont des moyens via les caméras autour, il y a des plaques d'immatriculation, etc. Après, ils repèrent un peu tout ça. Mais nous, notre travail chez Mobiliance, c'est surtout d'avoir mobilisé tous les grands opérateurs autour de ça et d'essayer de faire de l'innovation. Donc là, on est dessus. Ça fait à peine quelques mois qu'on est dessus. Donc on s'est donné jusqu'au mois de juin pour avoir des solutions nouvelles qui permettent d'éviter ça. Mais c'est un drame pour les utilisateurs. Parce que quand on a une voiture électrique sur les recharges lentes, on s'en fiche un peu, puisque les gens en général ils viennent, ils ont le temps. Mais c'est vrai quand c'est sur des charges rapides, souvent il suffit que ce soit un professionnel qui a besoin de se déplacer, un infirmier par exemple, et puis qui a besoin de se charger vite. C'est un peu dommage qu'il se casse le nez, quoi. Voilà. Et est-ce que la réponse judiciaire est à la hauteur quand on arrête les coupables, parce que c'est quand même important. Moi, je crois à la vertu dissuasive de la sanction. Alors, ceux qui ont été pris il y a quelques jours ont été déférés dans le cadre de la convocation par procès verbal, et ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec des mesures strictes, dont je ne veux pas dire plus maintenant, mais simplement, effectivement, il y aura des sanctions, et c'est pour l'instant ce qu'on peut faire, et puis de la dissuasion, voire de la communication pour bien expliquer qu'il y a quand même que... Alors on n'est pas sur 80 € par câble, nous on était plutôt sur entre 30-40 € de cuivre. Et puis c'est quand même assez compliqué à récupérer. Donc, mais il fallait bien. C'est vrai vous avez dû remarquer qu'il y avait avant des vols sur des câbles de téléphonie, etc. Oui. Donc, il y a du cuivre. Sur les lignes SNCF en construction aussi.
Oui, exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les 190 000 points de charge qu'on a en France, il y en a encore comme soit 150 000 qui sont sur des chargeurs qui sont pas forcément très intéressants pour les voleurs, puisque les câbles c'est pas des très très grosses tailles de câbles comme on retrouve sur les autoroutes ou dans des grandes zones d'activité. C'est sûr. Merci beaucoup Alain Roland. On suivra ça de près parce que vous avez décidé de nous alerter et c'est un vrai sujet parce que, dernière question, c'est l'utilisateur final qui paye quand on doit changer le câble, etc. Parce qu'on lui facture un peu plus cher la recharge, non ? Non, là aujourd'hui, on est vraiment tous concentrés sur de la recharge très abordable, comme c'est le cas actuellement. Et c'est un passage dans l'histoire des chargeurs. On aura trouvé des solutions rapidement et des premières arrestations ont eu lieu. Donc, je pense que ça calmera assez rapidement ceux qui pensaient faire leur chou gras avec le cuivre. Voilà. Alors Roland, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour ce sujet. Alain Roland qui fait la synthèse parfaite avec le sujet suivant, puisque Alain Roland, c'était un des plus grands arbitres de rugby des 20 dernières années. C'était un arbitre irlandais qui avait un père français, d'où son nom Alain Roland. Vous êtes en train de dire qu'on va parler rugby après, Philippe ? Comment avez-vous fait la France, ouais. Je pense que François-Louis Bourneau a décidé de quitter Les Vraies Voix font parler la France pour faire de la concurrence à Alexandre Delovan sur C'est votre avenir. Là, parce que là, dire qu'on va parler de rugby en parlant d'Alain Roland qui était son homonyme, un des plus grands arbitres de rugby, c'est fabuleux. Parce qu'on vous réserve une soirée très spéciale sur Sud Radio. De direct. Les Bleus ouvrent ce soir le tournoi Destination et justement, nous de 20h à minuit, puis là on va commencer à en parler avec Philippe David et puis même une partie de l'équipe Sud Radio, on vous convie à l'avant-match et à l'après-match à une soirée exceptionnelle. Et puis vous êtes passionné par le rugby, le tournoi Destination vous passionne. Venez nous donner votre avis avant cette soirée de 4 heures de rugby, de 20h jusqu'à minuit sur Sud Radio pour cette ouverture d'un tournoi Destination où on espère faire le grand chelem. 0826 300 300. Ah là, l'essai est transformé. Magnifique. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Premier essai, vous en tout cas. Bon. Elle est très bonne. Je ne vous mettrai pas de pénalité pour cette remarque. En tout cas, les Bleus ouvrent ce soir le tournoi Destination avec un choc face à l'Irlande. On va prendre vos témoignages. Vous allez peut-être regarder le match d'ailleurs ce soir. D'ailleurs, sur Sud Radio, on fait une soirée spéciale, Philippe. Ah oui, soirée spéciale rugby jusqu'à 20h. D'ailleurs, l'équipe du rugby viendra... Jusqu'à minuit, pardon. Non, les vraies voix font parler la France jusqu'à 20h. Et après, c'est jusqu'à minuit. Une soirée exceptionnelle. On aura François Trio qui sera là pour l'avant-match, qui sera avec aussi Daniel Herrero. Et puis à l'après-match, en direct du Stade de France, au final, vous ne manquez rien. Et vous ne manquez rien. Et en plus, demain soir, à la place des vraies voix font parler la France, vous aurez des vraies voix du rugby pour venir donner votre avis à Daniel Herrero sur le match de ce soir et les matchs du week-end, parce que je rappelle qu'il y aura 2 autres matchs, bien évidemment, dans le tournoi Destination. Et on a Ludovic de Charente qui est avec nous. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir les amis, bonsoir Philippe. Vous allez regarder le match de Mont-de-Marsan, pas de Charente. De Mont-de-Marsan, oui. Ah j'avais écrit de Charente sur ma feuille. On m'a encore saboté. C'était il y a 2 ans. Vous voyez. Est-ce que vous allez regarder le match, Ludovic ? Oui, je vais regarder. J'ai en plus l'habitude de regarder la télé et d'écouter Daniel, grand poète du RCT de la grande époque. Ah oui. Où les phalanges à 5 pétales étaient encore autorisés. Donc voilà, et ce qui me fait plaisir également, c'est de ne pas entendre Philippe chanter avec du Codené Barra, parce que tout à l'heure, qu'il a chanté dans les vraies voix, j'ai pris une saucée en voiture, je ne vous dis que ça. Ça n'est pas de ma faute, c'est de la faute à Rémi André, la météo. Alors, on a Fabrice qui est avec nous. On a pourtant essayé de le faire taire, je vous assure Ludovic. Mais Ludovic, restez avec nous parce qu'on a Fabrice d'un département voisin, les Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Philippe, et bonsoir à tout le monde. Je vous pose une question, vous êtes à Géronce, vous, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. C'est plutôt côté Béarn ou côté Pays Basque ? Ah, totalement. J'adore. Très précisément, c'est le Haut-Béarn. Ah, c'est le Haut-Béarn, donc vous êtes plutôt section paloise qu'Aviron Bayonnais ou Biarritz Olympique ? Non, je suis Stade Toulousain. Oh d'accord. Ça c'est bien. Ludovic aussi est Stade Toulousain. D'accord. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a fait vous passionner ? Et d'ailleurs, vous aimez le rugby ? Appelez-nous au 0826 300 300 sur ce match de rugby exceptionnel, puisque, faut être franc, qu'est-ce qui vous amène ? Je pense que cette année, on peut faire le grand chelem parce qu'on joue les 2 meilleures équipes chez nous, c'est-à-dire l'Irlande et l'Angleterre. Vous êtes d'accord avec ça, Ludovic et Fabrice ? Oui, d'accord, oui, on reçoit 3 fois.
Et Angleterre renaît un peu de ses cendres après peut-être 2 années un peu timorées, un peu difficiles. Oui, mais elle nous avait battu l'an dernier à Twickenham et elle nous avait empêché de faire le Grand Chelem, hein, rappelons-le. Oui, mais sans oublier qu'on avait eu je sais combien d'occasions d'essai, notamment en première mi-temps. On avait perdu d'1 point. Mais attention, Angleterre revient, et puis un match France-Angleterre n'est jamais un match comme les autres pour nous. C'est clair. L'Irlande est légèrement, je pense, en perte de vitesse. Ils avaient battu chez eux 42-27 et avec Antoine Dupont blessé autour de la 20e minute, je crois. C'est sûr, avec rupture des ligaments croisés du genou, absolument. C'est ça, et on va avoir une charnière bien offensive. Attention quand même à l'Écosse, on voit que Glasgow Warriors, qui est le grand pauvre warrior de l'Écosse, du 15 du Chardon, a fait une très belle campagne en Coupe d'Europe, donc il faudra quand même se méfier chez eux, mais toutes les conditions sont réunies pour faire un grand chelem. Alors Fabrice, oui, une réaction. Non, petite réaction, on a eu Antoine Dupont en interview exclusive sur Sud Radio qui justement se disait physiquement et athlétiquement, je me sens comme avant. Donc c'est plutôt bon signe. Fabrice, vous en voulez à Ludovic, alors que vous êtes supporter du Stade Toulousain, d'avoir rappelé le match contre les Glasgow Warriors, où les Toulousains menaient 21-0 à la mi-temps pour perdre 28-21, ou vous continuez le dialogue? Vous n'étiez pas obligé de le rappeler, ça. Hein. Ah bah non, mais on parle vrai. J'ai très mal vécu aussi. Hein. Ah bah moi aussi, devant la télé, je l'ai très mal vécu en écoutant sur une radio. Oui, on va dire que j'étais comme Zébulon sortant de sa boîte. Fabrice. Je sais pas, j'ai cherché une corde et un caillou pour aller au Gave, hein, vous connaissez Bien sûr. Mais j'ai pas trouvé. Alors, qu'est-ce qui vous a fait aimer le tournoi des 6 nations, Fabrice? Il y a un tournoi des 6 nations qui reste dans votre mémoire, plus qu'un autre? Moi, c'est plus le tournoi des 5 nations que je garde en mémoire. Ah oui. Dites-nous. Ouais. Il y en a un qui vous a vraiment marqué? L'année du Grand Chelem avec l'équipe, la même équipe pour les 4 matchs. 1977. Celle-là même, voilà. Et je peux même vous faire l'équipe par cœur. Cholet, Paco, Paparambord, Imbernon, Pamiers, Rives, Créla, Bastia, Fouroux, Romeu, Averroux, Sangali, Haris, Bertrand, Sangali en centre et Haris, Averroux en ailier et Aguirre à l'arrière. Merci pour le quintet gagnant, Philippe. Voilà. Avec à noter 2 Pyrénéens dans l'équipe. Bertrand et Aguirre qui jouaient tous les 2 à Bagnères. 3. Oui, et Patou, Paparambord qui joue à Pau. Voilà. Oui, absolument. On doit avoir à peu près le même âge alors, Fabrice, que moi je vais avoir 60 ans et c'est le Grand Chelem qui m'a marqué, je l'avoue. Il y en a d'autres. Hein. Pareil. Et pour être franc, heureusement, merci Sud Radio d'avoir notre Daniel Herrero qui nous rappelle un peu Roger Coudert. Coudert qui a fait aimer le rugby à tout le monde. Ah oui, enfin, quand j'étais gamin, c'est sûr que aller les petits, etc., c'était fabuleux. Ludovic, je me souviens, Philippe, d'un match, une anecdote d'un match où l'Écosse devait battre l'Angleterre pour que la France gagne le tournoi. C'était dans les années 80. Oui. Et c'était un petit peu compliqué. Et c'était Coudert qui commentait le match. Et je me rappelle, sur une attaque écossaise, Coudert en train de hurler « Allez les cornemuses !» C'est ce qu'il y a de magique dans le monde de l'Ovalie. Hein. Ludovic, vous, c'est quel Grand Chelem qui vous a fait le plus rêver en tant qu'aficionado de rugby? Grand Chelem, je dirais plus dans les années 2000, parce que bien que je regarde le rugby depuis les années 80, je suis un peu plus jeune, pardon. Merci. Ça s'appelle un plaquage cathédral, merci. Mais vous ne faites pas vos 60 ans, Philippe, hein, je vous rassure. Il y en a 70. Vous faites davantage malgré le maquillage, mais bon. Non, il y a eu des belles épopées. Bon, c'est plus des faits de match que je retiens, ou alors des essais magnifiques, que ce soit du 15 de France, que ce soit dans le tournoi ou dans des test matchs que je retiens. Il y a eu de belles épopées en 80. Il y a eu 80, oui. Il y a eu notamment Grand Chelem en 90. Enfin, les années en 7 en général nous réussissent bien. Cette année c'est en 6, mais on a fait Grand Chelem en 77, de mémoire en 87 et en 97.
Il me semble. Oui, 97. Il y a eu des essais magnifiques. Je me souviens d'un essai dans les années, je crois, fin des années 80 de Berbizier sur une touche rapidement jouée sur un coup d'envoi direct. Je crois qu'on C'était en Écosse en 86, en tout début de match. 17. Alors, excusez-moi, là, c'est vous qui me faites mal parce que moi, c'était l'année de mes 20 ans. On s'était fait enfler par l'arbitrage à Murrayfield. Merci de m'avoir faire remonter des aigreurs gastriques, là. Oui, mais on va pas parler du France-Espagne 82 en foot, hein, Philippe. Non, France-Allemagne. En Espagne. En Espagne, pardon. Non, comme il y a eu des essais magnifiques, même à Twickenham, même marqué par les Français. C'est là, sur des essais de 90 mètres à Twickenham, c'est légendaire. C'est ça. C'est pour ça, c'est surtout ça que je retiens. C'était aussi le rugby, le French Fair, comme on l'adorait, où ça pouvait partir n'importe où. Même en Irlande, dans la zone droit de la vue, il y a ce Vincent Kerr à Croke Park aussi, il est revenu dessus dans les médias. Il y a beaucoup de moments qui nous font percuter, qui nous font aimer ce sport. Alors, Fabrice, c'est pareil, ce sport, c'est vraiment, et puis le tournoi, c'est quelque chose de magique. Ouais, le tournoi, c'est à part. C'est quelque chose. Bon, on a. Moi aussi, hein, j'approche des 60 aussi. Oui. Et on a découvert le rugby vraiment avec le tournoi. C'est le tournoi qui nous a donné nos premiers. Absolument, parce qu'il n'y avait pas la Coupe du Monde à l'époque. La première Coupe du Monde, c'est 87. Absolument. 87 qu'on avait perdu en finale. Oui, absolument. La Coupe du Monde en 87, c'était la première. Avec cette image, ça c'est l'image la plus horrible que je retiens d'un match. C'était cette finale à Auckland avec les mouettes qui se baladaient dans les 22 Néo-Zélandais. Ça voulait dire il se passe rien, quoi. Oui. Je me rappelle de cette. On avait perdu 29-9. Fabrice, je crois. Fabrice, John Corwan, absolument, l'ailier hyper puissant des Blacks, un grand blond à l'époque. Restez avec nous, messieurs, parce qu'on a Alexandre Priam qui nous a rejoint, qui, je ne le présente pas, journaliste Sud Radio, notamment pour le rugby. Bonsoir, Alex. Salut, Alex. Alors, bonsoir les vrais voix, bonsoir à tous. Alors, quand tu entends des passionnés de rugby comme Ludovic et Fabrice, je pense que ça te fait chaud au cœur, avec toute l'équipe du rugby de Sud Radio, Quentin Cabanis, François Trio, Daniel Herrero. Vous savez, ça y est, on y est là. Ça y est, on y est. 5 février, début du tournoi destination. Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans l'année ? Si, il y a un meilleur moment dans l'année quand on arrive mi-mars et qu'on soulève le trophée. Mais le début du tournoi destination, c'est quelque chose de magique. C'est des souvenirs d'hiver pour tout le monde. C'est les matchs le samedi après les matchs quand on est jeune en école de rugby, on va dans le clubhouse regarder l'équipe de France jouer. Voilà, c'est tous ces souvenirs là et ça va commencer par un jeudi soir. Alors ça, c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. Je suis pas le plus grand fan de ça, mais c'est lié évidemment à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je suis pas le plus grand fan, mais en tout cas, ce sera sur Sud Radio. On va vivre 4 heures de dingue avec François Trio, avec Daniel Herrero, avec Jean-Baptiste Elissade, Félix Panguero, toute l'équipe pour un France-Irlande qui peut déjà ne mettre, on va dire, soyons un petit peu honnêtes, que 2 nations sur la table du Grand Chelem. Il restera l'Angleterre et la France très probablement. C'est sûr. Ludovic, Fabrice, il nous reste 2 minutes. Vous avez une question à poser à notre ami Alexandre Priam ? Je suis tout oui. Non, j'ai juste un petit clin d'œil à lui faire. Il va comprendre. Il y en a pas ce soir dans l'équipe, mais il fait une petite dédicace en lui disant Poucha Maolé. C'est quoi Poucha Maolé ? Il va vous le dire. Vas-y, Alex. Non, c'est bon, c'est Alex, c'est maintenant qu'il faut que tu assumes. Quentin Cabanis est arrivé. Alors, Quentin, t'es en pleine forme ? On est en pleine forme. Déjà, on salue Ludovic, notamment, qu'on entend souvent sur le rugby. Mais c'est quand même extraordinaire que c'est Ludovic qui nous dit ça, la Poucha Maolé. Mais c'est quand même, c'est quand même incroyable. C'était Fabrice. Ah, c'est Fabrice. Fabrice, oui. Je t'aurais dit Alex. Non, mais écoute, Poucha Maolé, voilà, c'est l'hymne c'est l'hymne de Moléon. Je sais pas si vous avez un peu. Pousse Moléon, d'accord, effectivement. Mais oui. C'est l'hymne de Moléon, c'est l'hymne du Sam en fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort, ouais. Très fort. Ouais.
Toi, t'es avec nous en studio, Oui. comme Alexandre Priam. Tu le sens bien, ce tournoi? Tu vois le Grand Chelem ou pas? Bah, on l'espère en tout cas. oui, ça, évidemment. Et c'est une année typiquement où la France doit jouer le Grand Chelem parce qu'on reçoit 3 fois à domicile. Oui, dont les deux équipes théoriquement les plus C'est vrai que fortes. recevoir à l'extérieur, c'est embêtant. Bah, c'est plus difficile hein, parce que des fois on gagne à la maison comme à domicile et là on va devoir se déplacer à l'extérieur. Des fois tu te rends compte, ça va être quand même compliqué ce tournoi. Allez, on va faire la tournée des pronos. Ton prono, Quentin. Bah moi je vais dire pour ce soir. Oui. 30-22 pour la France. Pour toi, Alex. 31-15. Ludovic. Pronostic, Ludovic, pour ce soir. 25-17. 25-17. Fabrice. J'allais dire 31-15. Oh bah 31-15. Maxime. Moi, j'ai donné tout à l'heure, mais je vais dire la même, 30-12 pour les Moi, deux. je reprends le même. D'ailleurs, c'est sur la vidéo, sur les réseaux de Sud Radio. 21-10. Merci à tous. Maintenant, vous avez 4 heures de rugby total, absolu, sur Sud Radio. Et puis merci François-Louis On se Bourneau. retrouve pour la libre antenne la semaine prochaine. Les Révois font parler la France à partir de lundi, 19h-20h. Et pour faire plaisir à Fabrice, allez les petits, comme disait Roger Couder. Allez, bonne Merci soirée. beaucoup à vous. Et tout de bon suite, match. 4 heures de rugby total sur Sud Radio. Restez bien avec nous. Sud Radio, la seule antenne où vous pouvez vraiment tout dire.